L'heure de Ferry, ravie de vous retrouver comme tous les samedis. Bonjour Luc Ferry. Bonjour Marie. Je suis ravie d'être en face de vous, une heure ensemble pour prendre le temps, s'arrêter, se questionner, aller plus loin parce que on lit chaque semaine, mais tout va vite, parfois beaucoup trop vite. Et il est important aussi de partager votre regard aiguisé sur l'actualité et ses conséquences. Demain, 10 jours après son élection, la messe d'inauguration du pontificat du pape Léon XIV aura lieu, évidemment au Vatican, place Saint-Pierre. Aujourd'hui, le pape Léon XIV a insisté sur son engagement social devant le corps diplomatique, une nouvelle sortie du pape Léon XIV que le monde aussi apprend à connaître. On va le voir sur ces images. Et cette semaine, votre chronique, Luc, dans le Figaro, s'intitule Léon XIV et la théologie de l'amour. On voulait s'arrêter un peu là-dessus, sur cette thématique, parce que dans la description, dans les portraits qu'ils sont faits de lui, retraçant toute sa carrière, rappelons qu'il n'était cardinal que depuis moins d'un an, Léon XIV. C'est vrai que ça n'apparaît pas forcément. Qu'est-ce que c'est la théologie de l'amour, d'abord ? Alors ça vient de Saint Augustin, c'est un augustinien, et c'est évidemment très très important pour lui, comme d'ailleurs chez Léon XIII, dans la fameuse encyclique dont on parle maintenant, que j'avais lu il y a très longtemps, 1891. Je l'ai pas eu en 1891, mais vous êtes replongé. Je me suis replongé dedans, et je l'avais déjà lu parce que c'est une encyclique très importante, Rerum Novarum. Le Vatican traduit par des innovations. Littéralement, c'est des choses nouvelles, mais des innovations, c'est une bonne traduction. Et c'est une critique radicale d'un côté du capitalisme, des riches, de l'autre côté du communisme. Enfin, il parle de socialisme et il vise le communisme en vérité. Et l'encyclique se termine par un éloge de l'amour et qui dit que les riches et les pauvres, les patrons et les ouvriers ne pourront ne se réconcilier, ne se retrouver qu'au sein de l'Église, mais l'Église au sens de l'Ecclésia, au sens d'une communauté d'amour. Voilà. Il dit même, parler d'amitié entre riches et pauvres, c'est pas suffisant. Il faut parler d'amour. Il fallait au-delà de ça, c'est ça. Au-delà de ça. Et ça vient de Saint Augustin. Et notre pape Léon XIV, moi je suis pas croyant, je le dis toujours, mais j'ai la plus grande admiration possible pour le Christ et pour la théologie chrétienne que j'aime vraiment, et notamment cette théologie de l'amour. C'est ce que Saint Augustin appelle l'amour en Dieu. Et c'est une théologie extrêmement profonde. La phrase de Léon XIV, et en fait j'avais choisi ça comme titre de ma chronique que vous citez gentiment, « En celui qui est un, soyons un ». Voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Les gens voient ça, ils se disent, d'accord, le pape plaide pour une humanité réconciliée, normal. On va finalement, rien de plus classique. Voilà, rien de plus conventionnel si je puis dire. Pour un pape. Pour un pape. Il va pas plaider pour la guerre et le déchirement de l'humanité. Mais non, c'est pas du tout ça. C'est très profond. Et ça renvoie aux confessions de Saint-Augustin. Je vous explique ça en 2 mots, mais ça vaut vraiment la peine de s'y plonger. J'avais fait un livre avec le cardinal Ravasi. Absolument, et je le montre, le cardinal et le philosophe. Voilà, on l'évoquait au moment de son élection, de qui serait pape. Et en effet, ça c'est des entretiens, sur plusieurs mois. Sur plusieurs mois, j'ai passé une semaine au Vatican avec le cardinal Ravasi, qui est un type épatant, qui est vraiment quelqu'un d'incroyablement intelligent, cultivé, sympathique. Et c'était à la demande de Benoît XVI que nous avons fait ce livre ensemble à 4 mains sur un thème qui est quelle est la signification du message de Jésus pour les non-croyants. Il y a tout un passage évidemment sur la philosophie et la théologie de l'amour. Mais je reviens à Saint Augustin qui est passionnant. Voilà, Saint Augustin commence quand il aborde cette question de l'amour en Dieu. Et c'est ça la phrase de Léon XIV, c'est exactement ça. Soyons un dans celui qui est un. Amour en Dieu, en lui. Et ça veut dire quoi ? C'est pas du tout banal. Il commence, Saint Augustin, dans les Confessions, par une critique de l'attachement. Il y a un livre de Boris Cyrulnik, moi j'ai beaucoup d'estime pour Boris Cyrulnik, qui vous savez, le titre du livre, quand on tombe amoureux, on se relève attaché, attachement. Attachement, voilà. Et effectivement, l'attachement, oui. C'est un piège aussi, l'attachement. Et alors, ce que commence à expliquer Saint Augustin dans ses passages sur la théologie de l'amour et sur l'amour en Dieu, il fait une critique radicale de l'attachement. L'attachement à des choses mortelles ou à des êtres mortels. Tout dépérit en ce monde, tout est sujet à la défaillance et à la mort. Dès qu'il s'agit de créatures mortelles, il faut que mon âme ne s'y attache point. Parce que si vous vous attachez à des créatures mortelles, c'est de la folie, puisque vous allez les perdre.
Et forcément, donc vous serez malheureux. L'issue est celle-là. L'issue est fatale. Et vous allez être déchiré. Aimer quelqu'un qui est mortel, c'est de la folie. Mais comment lutter contre ce sentiment? Comment lutter contre cela? C'est la doctrine de l'amour en Dieu. Alors, ça commence par une critique de l'attachement c'est exactement la même que chez les bouddhistes et les stoïciens. Vous savez, Épictète dit à son disciple, on trouve ça dans le manuel d'Épictète, quand tu embrasses ta fille ou ton fils, dis-toi qu'il peut être enlevé d'une seconde à l'autre, exactement comme la coupe que tu as laissée tomber par terre s'est fracassée au sol. Dès qu'un être est né, il est assez vieux pour mourir. Donc ne t'attache pas. Même chose, la doctrine du non-attachement chez les bouddhistes. Mais il faut pas en rester là. Dans la théologie de l'amour de saint Augustin, il va aller plus loin en disant, il faut pas s'attacher aux choses mortelles, mais si vous vous attachez en Dieu, alors vous comprendrez que les êtres auxquels vous vous attachez sont immortels, et donc vous pouvez vous attacher en eux, mais pourvu que ce soit en Dieu. Et non pas en dehors de Dieu. Alors c'est une théologie du mariage, évidemment, mais c'est en même temps une théologie pas simplement du proche, mais aussi du prochain. On peut, et là, écoutez ça, toujours saint Augustin, et là on passe de l'attachement à des choses mortelles à l'attachement en Dieu, l'amour en Dieu. Seigneur, bienheureux celui qui vous aime et qui aime son ami en vous. C'est encore une fois, d'abord c'est la théologie du mariage. Si vous vous aimez en Dieu, c'est le sens du mariage, alors vous comprendrez que vous n'aimez pas un être mortel et périssable, mais vous aimez quelqu'un qui ne disparaîtra pas, donc vous pouvez y aller. Vous pouvez vous attacher. Voilà. Et le risque est moindre, finalement. Le risque est dépassé. Voilà. Et alors, je termine la phrase. Car celui-là seul ne perd aucun de ses amis, qui n'en aime aucun que dans celui qui ne peut pas se perdre. Voilà. Et donc, c'est ça que reprend Léon XIV. Et c'est pour ça que ça m'a un peu irrité parfois de voir qu'on parlait de ces bisbilles avec Trump, on parlait du fait, il faut en parler, de la double nationalité. Bon, formidable. Oui, la question sociale. Fasse de la politique aussi, envoie des messages. Ça fait partie. Regard sur l'homosexualité qui est le même que celui de Benoît XVI finalement, ou de Jean-Paul II, donc il a un côté traditionnaliste quand même. Moins libéral qu'un François qui l'a précédé. Bien sûr, qui a accepté la bénédiction des couples homosexuels, lui est contre, mais néanmoins, en revanche, il est ouvert à la question sociale en tant que péruvien, puisqu'il est péruvien. Mais on parlait pas de sa théologie de l'amour, de sa philosophie. Or, c'est pas un hasard s'il fait référence à Léon XIII. C'est pas Léon I, je lis, c'est Léon I, mais c'est pas vrai, c'est Léon XIII. Voilà. Il a complètement embrassé. Bien sûr, il est augustinien. Exactement, c'est ça. C'est vraiment un disciple de saint Augustin. Et saint Augustin, le sommet du sommet du sommet de la pensée de saint Augustin, c'est la théologie de l'amour en Dieu. Voilà, ce que je viens de vous expliquer en 3 secondes, mais ça vaut la peine de regarder parce que c'est ça qu'il a en tête, ce garçon. Et vous disiez quand même au début de votre propos, une critique féroce aussi contre le capitalisme. Oui. Ça s'est traduit et ça s'est entendu, notamment lors de son homélie. Donc je vous propose d'écouter juste un extrait, c'était dimanche dernier. Voilà, où il va assez loin dans sa critique de notre amour à tous, de l'argent, du succès et du pouvoir. Écoutez-le. Aujourd'hui encore, nombreux sont les contextes où la foi chrétienne est considérée comme absurde, réservée aux personnes faibles et peu intelligentes. Des contextes où on lui préfère d'autres certitudes, comme la technologie, l'argent, le succès, le pouvoir ou le plaisir. Ça, c'est aussi ça la pensée de Léon XIV aujourd'hui, d'essayer de revenir à une forme de... Et ça marchera parce une autre ambition. Bien sûr, on est dans un tel vide politique aujourd'hui, un peu partout. Il y a un tel vide, à part en effet, il a raison, la technologie, la Silicon Valley, ça marche. Bon, mais à part, mais c'est pas une vision du monde, c'est une performance permanente dans le domaine de l'innovation justement. Dererum, Novarum, et donc on est dans la logique de l'innovation dans la Silicon Valley. Mais ce qui me frappe le plus, c'est qu'il a pardon, je vais choquer les catholiques, j'ai pas le droit de dire ça, mais il a une bonne bouille, quoi. Il a un gentil sourire. Et quand on voit les photos de lui à 25 ans avec ses cheveux tout noirs, là, il est très sympathique, cet homme. Et c'est vrai que ça nous change un peu des vieillards qu'on avait avant. Jeune aussi, c'est ça, oui, c'est vrai. Il est quand même plus jeune, il a encore beaucoup d'allure. Et bon, encore une fois, je suis pas du tout croyant, mais je m'intéresse beaucoup parce que c'est quand même 1,4 milliard de catholiques dans le monde, 2 milliards de chrétiens.
mais 1,4 milliard de catholiques, et évidemment qui s'adresse aussi aux autres chrétiens. Il ne s'adresse pas que aux catholiques, voilà. Et donc c'est quand même beaucoup de monde. Et dans un univers où le vide politique est intersidéral, je pense qu'il a une carte à jouer qui est quand même très importante. C'est aussi un chef d'État. C'est pas simplement un homme d'Église, si je puis dire. C'est un chef d'État. Le Vatican est un État. Et que de missions devant lui. On attend de savoir quels seront ses premiers déplacements, notamment celui de François avait été sur l'île de Lampedusa. Oui. Qui se voyait confronté à l'immigration massive. Ma question que j'avais envie de vous poser, Luc, c'est, vous rappeliez le nombre de catholiques à travers la planète. 1,4 milliard, c'est beaucoup. C'est énorme. C'est énorme, oui. Et est-ce que vous diriez que l'amour en Dieu a disparu ou il est devenu plus personnel et direct? Je sais pas, quand tu as vu ces images de dévotion sur cette place Saint-Pierre, t'es très jeune, et c'est vrai que moi ça m'a saisi. Très personnellement, alors que même si on en a discuté ensemble à l'occasion de plusieurs de nos émissions, il y a un désintérêt vis-à-vis de l'Église, mais néanmoins peut-être un retour de la foi aussi. De manière peut-être un peu paradoxale. Oui, Jean-Paul II avait eu un peu le même effet. Non, vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, mais les JMJ. Moi, je me souviens aux Invalides. Ma femme y était, par exemple, elle est catholique. Bon, je me souviens qu'aux Invalides, il y avait cette ferveur aussi, et il y avait déjà ce sentiment que, au fond, l'Église et Jésus, c'est pas l'Église, c'est Jésus, le personnage important là-dedans, c'est lui, c'est Jésus, propose quand même une vision du monde, et notamment de l'amour, évidemment, qui est en contraste absolu avec la vacuité, le désert intellectuel et moral et spirituel sur le plan politique. Si vous voulez, en 68, on peut en penser ce qu'on veut, mais les gens qui étaient communistes, qui étaient maoïstes, qui étaient trotskistes, ils avaient une vision du monde. Enfin, ils y croyaient, il y avait quelque chose de grandiose. Les autres s'y opposaient avec leur libéralisme, au petit pied. Ils avaient raison. Mais une croyance en quelque chose néanmoins. Ils croyaient en quelque chose. Au moins, il y avait, voilà. Là, depuis que le communisme s'est effondré, il reste que la gestion au jour le jour et la gestion au petit pied. Donc, par rapport à ça, le pape, il a une carte à jouer absolument considérable. Et donc, cette ferveur que vous évoquez. Alors, l'amour en Dieu, je pense que les gens le ressentent quand ils se marient. Voilà. Quand ils se marient, là, ils sont clairement, parce que le sens du mariage, c'est ça. Le prêtre représente Dieu, et donc deux êtres se retrouvent à l'intérieur. Sinon, on se marierait pas, on serait que deux. Là, on est trois. Voilà, le mariage, c'est trois personnes, c'est pas deux personnes. Avec Dieu, donc, effectivement. Bien sûr, et d'ailleurs, c'est ce qui imite le mariage civil. Et il imite ça quand même parce que le maire joue le rôle du prêtre, voilà. Mais il y a besoin d'un troisième terme pour qu'on se retrouve à l'intérieur de quelque chose de plus grand que soi. Et ça, évidemment, chez Saint-Augustin, c'est l'amour en Dieu. L'amour en Dieu. Voilà. Et vous ne le perdez pas. Vous ne perdrez pas la personne que vous aimez si vous l'aimez en Dieu, parce que vous le retrouverez toujours après sa mort. Voilà. Effectivement. Voilà. Une des missions, si vous aviez à conclure, de Léon XIV aujourd'hui, peut-être principale, quelle serait-elle ? Les défis sont immenses. C'est complètement bateau de le dire, mais c'est une réalité. Non, mais c'est réel. Oui. Lui, en tant que chef d'État, en tant que chef de l'Église. Oui, c'est aussi un politique. Et donc, je pense qu'il aurait comme mission, si c'est très prétentieux. Je peux même pas le dire comme ça. Déjà que j'ai dit qu'il avait une bonne bouille, bon. Mais ça n'a rien d'insultant. Mais c'est très amical. C'est très amical. C'est très amical. Non, je pense que il y a un dépassement aujourd'hui nécessaire. Et au nom de l'amour, un dépassement de l'opposition entre communisme et libéralisme. Voilà. Moi, je suis un libéral, évidemment, en économie, mais je pense qu'on doit aller au-delà de cette confrontation des deux qui a caractérisé la vie politique européenne depuis mai 68 et même avant. Et qui l'a peut-être trop clivé, trop opposé. Oui, mais qui va nulle part, surtout, parce qu'on sait très bien que le communisme est mort, voilà, c'est carbonisé, et on sait très bien que le libéralisme est simplement un moyen de produire des richesses, mais c'est pas une vision du monde. Alors c'est la liberté, d'accord. On peut dire oui, le libéralisme c'est la vision du monde, c'est des êtres libres, des entrepreneurs libres. Bon, très bien. Mais l'innovation, très bien. Je connais Schumpeter, je sais ce que ça signifie. Mais je pense que voilà, le vrai problème, si je devais formuler un grand dessein, et il serait très proche de celui finalement de l'Église. C'est la grande question, c'est quel monde nous allons laisser aux générations futures, c'est-à-dire à ceux que nous aimons.
C'est nos enfants, ceux que nous aimons, l'humanité qui vient. C'est pas mes enfants, c'est les générations futures, c'est l'humanité qui vient. À ceux qui nous sommes attachés aussi. Mais bien sûr, oui. Attachés, bien sûr. À attachés. Nous dire venons. En Dieu ou pas en Dieu, mais attachés. Et donc c'est la question de la dette, c'est la question de la guerre, c'est la question de la protection sociale, c'est la question de l'école, c'est la question de l'écologie. Et donc c'est une question d'amour aussi. Et voilà. Mais on n'a pas besoin d'être croyant, on n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir ce sentiment d'amour pour les jeunes qui viennent, pour l'humanité qui vient, à travers, évidemment, cet amour qu'on peut avoir pour nos proches, pour nos enfants. Voilà. Et donc ça, on n'a pas besoin d'être chrétien pour ça, mais si on est chrétien, c'est encore mieux. Il a évoqué justement ces défis qui marquent notre temps, et il a mentionné pour la première fois la cause écologique, avec, dit-il, la sauvegarde de notre terre bien-aimée. Ça, ce sont les mots de Léon XIV. Transition, je ne sais pas, mais en tout cas, une transition que j'ai trouvée pour évoquer... peut-être aux téléspectateurs qui nous regardent, une thématique qui va peut-être les surprendre, mais particulièrement intéressante et qui vous a aussi beaucoup intéressé au travers de votre carrière, la protection animale. Oui. Mais d'abord, démarrons par une polémique qui est née ces derniers jours sur le comté. Effectivement, c'est le fromage le plus consommé en France. Mauvais élève, selon certains, du respect de l'environnement. Ce pavé dans la mare a été jeté par un écologue naturaliste du nom de Pierre Rigaud sur France Inter. C'était fin avril dernier. Le comté, dit-il, est sûrement un très bon fromage sur le plan gustatif, mais c'est, semble-t-il, un mauvais produit sur le plan écologique. Rire ou pleurer, je sais pas, ça vous évoquait un sourire. Mais ça a suscité une polémique. Oh là là, surtout... La droite camembert, j'allais dire, était scandalisée. Mais on aime tellement le comté en même temps. Mais moi aussi, surtout le 15 mois bien affiné. Exactement, formidable. Comment se passer de ce fromage? Peut-être même le fromage que je préfère. Mais... Et se sentir coupable de le déguster. Non. Alors, bon, évidemment que c'est une provocation de la part de ce jeune homme. J'imagine c'est un jeune homme, Pierre Rigaud, bon, c'est une provocation, mais ce qui est intéressant, au lieu de réagir comme ça en disant mais c'est un scandale, mais vous vous rendez compte maintenant ils vont interdire le comté, mais enfin c'est jeune. Bon, alors je vois tous les vieux cons se sont d'un seul coup sentis une. C'est vrai que chacun a eu son commentaire, très clairement. Chacun a eu son commentaire. Il y avait deux choses qui étaient intéressantes. Évidemment que je pense pas qu'il faille supprimer le comté. Je rassure tout de suite mes amis de la droite camembert. Mais rassurez-les, s'il vous plaît, en ce samedi midi. Disons les choses simplement. D'abord, c'est pas idiot de décrypter pour le coup ce qu'il y a derrière une consommation qui paraît absolument anodine. Voilà. Alors derrière cette consommation, il y a en effet du lait de vache. Pour que les vaches donnent du lait, il faut qu'elles soient enceintes, il faut qu'elles fabriquent des petits veaux. Les petits veaux, on les envoie à l'abattoir le plus vite possible. Bon. Il y a ça derrière. Et puis deuxièmement, il y a quelque chose derrière, c'est la question de la souffrance animale. Et moi, je vous dis très franchement, moi je suis un fervent défenseur des animaux. Je pense que les souffrances inutiles devraient être interdites. Voilà. On peut pas faire souffrir des animaux pour s'amuser. C'est pas bien. Voilà, c'est dégueulasse même. Voilà. Et mais donc, voilà. Concernant l'élevage, est-ce de l'amusement fort? Non, justement, je défends l'élevage. Oui, c'est ça. Je défends l'élevage. Simplement, ça suppose des conditions décentes et un abattage décent, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà. Et donc, je lisais parce que c'est un sujet dans lequel vous êtes beaucoup emparé ces dernières années, et vous dites j'aime bien la formule de Michelet, comme j'aime le poète d'Hugo sur le crapaud. Tous les deux parlaient joliment de nos frères inférieurs ou de nos frères d'en bas. Pour parler des animaux. Voilà, et je trouve que c'est tout à fait juste. Et tout être humain qui a un chat ou un chien, un petit animal de compagnie qu'il aime vraiment, et Dieu sait que les gens aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 60 millions d'animaux domestiques en France, savent très bien que Descartes déconne complètement et que les animaux ne sont pas des machines. Voilà, et qui sont extrêmement affectueux. Attends, il n'y a rien de plus affectueux qu'un chien. Enfin, c'est mignon comme tout, c'est adorable. Vous évoquez Descartes, mais dans les traditions philosophiques, quel est le rang de l'animal entre l'être et la chose? Alors, c'est très intéressant parce que, voilà, vous posez une question absolument majeure. Descartes avait un problème quand il commence à écrire, enfin, pas simplement les méditations, mais les principes, c'est-à-dire son œuvre scientifique, dire pleine d'erreurs, bourrée d'erreurs. Bon, mais peu importe. Il a un problème, Descartes, c'est qu'il veut mettre un terme à ce qu'on appelle l'animisme. L'animisme, c'est l'idée du Moyen-Âge, c'est l'idée qui traverse au fond toute la philosophie grecque des gars, enfin la culture grecque, mais aussi le Moyen-Âge. C'est l'idée que, au fond, et qu'on va retrouver tout au long de l'histoire de l'Afrique, par exemple, aussi de l'Inde, c'est l'idée qu'il y a des âmes dans la nature.
qu'il y a un petit dieu du feu, qu'il y a un petit dieu de la pluie, qu'il y a un petit dieu du lion ou de l'antilope, que quand on va tuer un animal, il y a quand même un respect à avoir. Il y a l'animisme, l'idée qu'il y a une âme dans la nature. Je vais pas vous donner les noms techniques, mais peu importe. Voilà, il y a une âme du monde, comme dit Platon. Bon, voilà, animisme. Donc il y a des âmes dans la nature, il y a des petits êtres, il y a des petits êtres, des dieux, des petits esprits dans la nature. Voilà. Et ce que Descartes veut faire, c'est rompre avec ça, avec le principe d'inertie. Considérant qu'il faut que la nature soit intégralement du mécanisme des objets absolument sans valeur, c'est le pire du pire pour les écologistes. Bon, et du coup, il va éradiquer de la nature tout ce qui peut ressembler à une âme à l'animisme. Et donc, du coup, il va faire basculer les animaux du côté de la nature mécanique et il va comparer en permanence les animaux à des machines, à des horloges. Il dit par exemple, quand un animal est torturé et qu'il pousse des hurlements, ces hurlements n'ont pas plus de sens que le timbre d'une pendule. Voilà, le gong d'une pendule, le dong-dong d'une pendule. C'est complètement idiot. Tout le monde sait que c'est faux aujourd'hui. Mais Descartes était très mauvais en sciences. Hein. Mais il formule ce fameux principe d'inertie. Je vous le formule pour que vous compreniez bien en quoi ça... C'est le désenchantement du monde, dira Max Weber. Le principe d'inertie, c'est le principe selon lequel un corps ne change ni de direction ni de vitesse s'il n'y a pas une cause qui le fait changer de direction ou de vitesse. Et ça veut dire que si on formule ce principe d'inertie de manière plus abstraite, rien n'advient dans le monde sans raison. Tout a une cause, tout a une raison. Et donc c'est le rationalisme absolu qui va essayer d'éradiquer cette notion d'animisme et qui va du coup faire basculer les animaux du côté des machines. Donc Descartes considérant qu'ils n'ont pas de morale, pas d'éthique, pas de sentiment. Pas de sentiments. Ils souffrent pas. C'est ça. Ils n'ont pas de sentiments. Alors que c'est idiot dès qu'on a un chien ou un chat. Mais c'est la même chose si vous élevez même un petit marcassin. J'ai connu ça. Bon, si vous élevez. Ils existent, hein. Mais évidemment, c'est adorable. C'est aussi intelligent qu'un chien. Oui. Un cochon, un marcassin ou une petite biche, mais il y a un petit chevreuil. Il y a rien de plus mignon. Voilà. Et si les gens les élevaient avec leurs enfants, les gens qui ont un jardin, mais même un petit veau, c'est un petit agneau, c'est mignon comme tout. Quand vous l'avez élevé comme un animal domestique, il vient vous manger dans la main. Voilà. Et donc, si les gens comprenaient ça, ils n'iraient pas à la chasse le dimanche. Mais les paysans de mon enfance, je les comprends, ils allaient à la chasse. Pour eux, c'était vital d'une certaine manière. D'abord, ils protégeaient leur culture des dévastations des animaux. On savait pas faire autrement à l'époque. Aujourd'hui, on peut faire autrement. Et ça les nourrissait. Et puis aussi, ça les nourrissait. Évidemment. Voilà, et ça améliorait leur dîner. Une question peut-être qui va un peu vous agacer. Je le sens. Mais est-ce que c'est pas finalement un peu un luxe de société prospère, riche, sur elle, qui produit de la richesse quand les êtres humains sont menacés à travers la planète? Mais bien sûr, c'est-à-dire que l'idée est la suivante, c'est que les humains sont prioritaires sur les animaux. Je suis pas cinglé, mais je dis que dans des sociétés riches comme la nôtre, on n'a absolument pas besoin d'aller chasser le dimanche pour se nourrir. C'est pas vrai. Voilà. Et donc quand je vois les bourgeois qui le dimanche prennent leur fusil pour aller flinguer des chevreuils, je suis désolé, mais je trouve ça dégueulasse. Voilà, c'est tout. Et moi j'ai vu l'autre jour dans la forêt un chevreuil qui avait été plombé, la cuisse était plombée avec mon frère, enfin avec sa fille. Ils ont été obligés de l'achever. Il sentait tellement mauvais, il était pourri, c'était vraiment dégueulasse. Mais cette bête pleurait, mais c'est immonde. Je veux dire, mais quel plaisir de faire ça, c'est complètement con. Voilà. Donc il faut arrêter ça, c'est tout. La souffrance utile, je dis pas, mais la souffrance inutile pour le plaisir. Pour le divertissement, le plaisir de quoi? De blesser des bêtes, de les tuer pour s'amuser. Mais enfin, écoute, c'est dégueulasse, quoi. Et donc, je parle pas de l'élevage. Mais ce qu'il faudrait dans l'élevage, c'est que, voilà, on ait un abattage qui soit sans souffrance et un élevage qui soit sans souffrance. C'est pas le cas aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, peut-être merci à cet écologue naturaliste Mais c'est pour ça, je dis, c'est pas idiot ce qu'il dit, voilà. Voilà, parce qu'il dénonce aussi des conditions et d'élevage. Après, sans interdire, évidemment, la consommation de comté ou sa production. Non, mais bien sûr, c'est là. Bon, mais il a fait ça, c'est une provocation, c'est pour se faire écouter. Bon, bien sûr que c'est idiot. Mais ce qui a eu pour conséquence, et vous savez comme à chaque fois, de traiter les écologistes de Khmer verts, encore une fois, de s'acharner sur eux. Ce qui a eu d'ailleurs une petite mise au point de la chef des écolos disant on n'a jamais demandé à interdire d'en manger du tout, mais quand même de se poser la question, de l'impact environnemental, de réfléchir aux moyens de l'améliorer pour faire progresser les revenus des éleveurs et de protéger la nature comme les animaux. Bien sûr, parce qu'on peut progresser considérablement. Moi, j'en avais
parlé longuement avec Belin, qui était le chef de la FNSA, Xavier Belin, oui, effectivement. Qui était un homme remarquable. Et il nous avait invités avec Eric Orsena pour parler avec lui de la question de la souffrance animale, parce qu'il comprenait très bien que comme il y a plus de 60 millions d'animaux domestiques, les gens finissent quand même par se dire, après tout, un chevreuil, un petit marcassin ou un chien, ou un chat, c'est pareil. Je veux dire, c'est un petit lapin. Il y a 4000 lapins qui se sont évadés hier d'un... J'ai loupé cette évasion. D'un camion qui a eu un accident, il y avait 4000 lapins dedans, j'étais fou de joie. Ils sont partis dans la nature. Voilà, mais on pourrait abattre les animaux autrement, on pourrait les endormir avant, ça coûterait un peu plus cher, d'accord, ça prendrait un peu plus de temps, d'accord, mais franchement, quel progrès. Puisqu'on est pour l'euthanasie pour les humains, maintenant, 80% des Français souhaitent qu'on extermine les... Ou en tout cas aller plus loin dans l'aide à mourir. Enfin, je plaisante un peu en disant exterminer, moi je trouve que la loi Leonetti est très bonne, mais peu importe. En tout cas, pourquoi pas pour les animaux? Effectivement. Luc, on fait une très courte pause. En quelques instants, on reviendra sur ce qu'on peut appeler, ou d'ailleurs, peut-être vous n'êtes pas d'accord avec ce terme, une forme de guerre hybride, guerre informationnelle. La Russie est régulièrement visée et mise en cause. Un mouchoir, petit mouchoir, et tous les mots... envers le président de la République, accusé d'être cocaïnomane, tout simplement, consommer de la cocaïne dans un train qui l'amène à Kiev. Ça fait sourire, mais c'est vrai, en même temps, cela interroge. Interroge aussi la stratégie, la réponse de plus en plus immédiate des autorités françaises, mais pas que. On en parle tout de suite ensemble. À tout de suite. Oui. Retour dans l'heure de Ferry, toujours avec Luc Ferry. Juste avant la pause, on évoquait et on montrait cette image devenue virale de manière assez impressionnante en seulement quelques heures sur les réseaux sociaux. C'était la semaine dernière. Regardez, on est dans le train qui amène les présidents français, mais le chancelier allemand, le Premier ministre britannique à Kiev. Regardez, voilà, ce mouchoir blanc cerclé de rouge. Très vite, cette image et ce mouchoir est pour beaucoup d'internautes un pochon de cocaïne que le président français tente très rapidement, en le mettant dans sa main, de cacher devant les caméras et les photographes. Pour contrer les rumeurs, le site de l'Élysée, Emmanuel Macron, a tout de suite remisé la communication diplomatique classique pour une réponse incisive. Regardez ce tweet. Ceci est un mouchoir pour se moucher. Avec une photo plus large, ceci est l'unité européenne pour faire avancer la paix. Là aussi, alors qu'il y a peut-être quelques années, quelques mois, l'Élysée aurait peut-être tardé à réagir ou pas réagi directement via son entourage. Là, il y a un tweet, il y a quelque chose, il y a une réponse. Et se pose la question aussi de cette guerre hybride informationnelle. Très vite, les réseaux russes ont été accusés, relayés aussi par des réseaux d'extrême droite très puissants. Qu'est-ce que ça dit du moment ? Là, juste, Luc Ferry, cet épisode. Selon un sondage de l'IFOP qui est sorti il y a à peine 2 ans, 8 Français sur 10, 80% des Français croient en une fake news grossière. Mais Luc, quand on voit ces images-là, devenues virales, et là encore une fois, c'est très impressionnant à la vitesse à laquelle on a vu se propager ces images en seulement quelques heures, vous vous dites quoi ? De l'importance peut-être de la mission aussi que on donne aux médias, de vérification. Mais évidemment, l'importance de la signature, je dirais, voilà, de votre signature. On sait qui vous êtes, voilà. Et je pense que paradoxalement, c'est une très bonne nouvelle pour le vrai journalisme. Voilà, je pense que ça va revaloriser la signature des personnalités dont on sait d'où elles parlent, comme on disait en 68, dont on peut vérifier. On peut être en désaccord, bien sûr. On peut dire, il parle de la gauche, ou il parle de la droite, ou il parle du centre, ou il est macronien, peu importe. Mais on sait d'où ça vient. Tandis que sur l'anonymat sur les réseaux sociaux est tel qu'on ne sait jamais d'où ça vient, mais n'importe quelle andouille peut se présenter comme un informateur alors que c'est un désinformateur. Voilà. Et donc, deuxième chose, plutôt bonne nouvelle pour le vrai journalisme, et deuxièmement, je pense qu'il y a une urgence absolue à revoir de A jusqu'à Z nos cours d'instruction civique. Ouais. Voilà. Et il y a un problème majeur comment dire, à la fois de compétences scientifiques de la part chez nos élèves. La baisse du niveau scientifique est dramatique parce que malgré tout, sans
sans base scientifique, c'est très difficile d'avoir un vrai esprit critique. Il faut vraiment revaloriser la science, la culture scientifique. Et deuxièmement, il faut expliquer ce que c'est que les réseaux sociaux, l'anonymat sur les réseaux sociaux, qui pour moi est une catastrophe absolue. On doit assumer ce qu'on écrit. Et deuxièmement, il faut aussi comprendre ce que c'est que la désinformation par l'IA, par ces petits robots qui sont capables de déverser des millions de fake news sur les réseaux sociaux. Vous êtes submergé. Submergé. Mais avec un immense paradoxe aussi. Vous êtes un grand défenseur, dites-moi si je me trompe, de l'intelligence artificielle. Vous avez récemment écrit un livre, un ouvrage qui fonctionne très bien sur l'intelligence artificielle. Vous posez cette question. Oui. Grand remplacement ou pas. Ou complémentarité. Oui, voilà, oui. Que fait-on avec cette intelligence artificielle, en partie responsable de cette désinformation aussi? Ça fait partie de ses compétences. Elle est extraordinairement dangereuse. Oui. Voilà. Je suis pas un grand défenseur, c'est pas ça, c'est qu'on ne peut pas l'arrêter. C'est ça. On peut pas faire sans en même temps. On peut pas faire sans, mais c'est surtout que si l'Union européenne, par exemple, et les États-Unis, l'Occident, s'arrêtaient pour des raisons morales, pour légiférer, pour réguler, interdire ceci, autoriser cela, ça n'empêcherait pas les théocraties de continuer, Poutine de continuer, la Chine de continuer, et l'Iran de continuer à progresser de manière... Et ils seraient fous de joie, ils diraient, ça y est, eux ils s'arrêtent, nous on continue, on va les... Et ceux qui maîtriseront l'IA maîtriseront le monde. Alors, il y a des très bonnes nouvelles, c'est en médecine, elle va sauver cette IA des millions de vies, notamment dans le domaine du cancer, mais de l'autre côté, en termes de désinformation, de fake news, de manipulation des élections, les deepfakes, c'est terrible. Les fausses vidéos, les jumeaux numériques, c'est terrible. Je peux faire croire que vous trompez la personne avec qui vous vivez, que vous mettez votre argent dans les îles Caïmans. Je peux mettre, je prends cet exemple souvent parce qu'il est réel, la tête d'une gamine de 3e sur un film porno, balancer ça sur les réseaux sociaux et foutre sa vie en l'air, la pousser au suicide. Et pour l'instant, c'est de plus en plus, on ne légifère pas là-dessus. De plus en plus bien fait. C'est-à-dire que vraiment, il y a certaines vidéos grossières. Mais d'autres sont parfaitement indétectables. Elles sont absolument indétectables. Moi, j'ai des copains qui travaillent, qui fabriquent c'est leur métier, c'est leur boîte qui fait ça, des deepfakes, donc des fausses vidéos, des vidéos, mensongères, si je puis dire. Alors, quand c'est pour rire, c'est pas grave. Quand vous voyez Mathilde Panot qui danse avec Zemmour, on s'en fout, on voit bien que c'est probablement une deepfake. Mais, même certainement. Mais en revanche, on peut briser une famille, ruiner la réputation de quelqu'un, et surtout pour des gamines ou des gamins, on peut faire croire que vous avez tenu des propos immondes sur les musulmans et sur l'islam, et vous allez être menacé de mort. Et ça s'efface pas, c'est très compliqué, voilà. Et donc on peut foutre votre vie en l'air avec ça. Donc je suis très contrasté sur l'IA. Ce que je dis simplement, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter, mais que nos dirigeants devraient prendre conscience du fait que dans le domaine du travail, de l'éducation nationale, travail à l'école comme travail dans l'entreprise, des centaines de millions d'emplois vont être remplacés dans la décennie qui vient. Il faut se réveiller. Voilà. Se réveiller et en même temps considérer que son apport est colossal et peut être un point énormément positif sur certains secteurs, à de nombreux niveaux, effectivement. Et puis pour les gens qui veulent arrêter de travailler, oui, en effet, la fin du travail peut être une très bonne nouvelle. Moi, je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle, mais voilà, c'est un débat passionnant. Mais en tout cas, pour revenir aux fake news, on peut pas concurrencer, si vous voulez, ces petits robots qui déversent des millions de fausses nouvelles, et une fois que c'est parti, c'est impossible à arrêter. Avec des chiffres, on les a en tête. Un récent sondage, vous disiez, je crois, 80% des Français croient à une fake news. Croient en une fake news. Grossière, voilà. Que ce soit anti-vax, que ce soit sur l'histoire de la Covid, où c'est venu, etc. Bon. Notre métier encore de l'avenir. Voilà. C'est ça, c'est ce qu'on peut se dire aussi. Le journalisme et le travail de vérification. La signature, Marie Chantal, ça veut dire quelque chose. C'est pas un anonyme sur un réseau social qui dit n'importe quoi. Voilà. Après, encore une fois, on peut être en désaccord avec vous, on peut chercher pourquoi vous avez dit telle et telle chose. Ça, c'est l'esprit critique, c'est très bien. Mais je pense que la revalorisation du journalisme, elle va passer par là. Alors que c'était quand même, il faut le dire, un métier qui était en très grande difficulté. En très grande difficulté et pas forcément très apprécié. Non. Ça ne change pas trop. Effectivement, mais ça va changer. On est dans le Croyez-moi, ça va changer. Dans le rang des métiers peu appréciés, on n'est pas très... Oui, je crois que c'est encore pire que les politiques. Absolument. Et je pense que ça va... Oui, mais je pense que justement, paradoxalement, cette saloperie des réseaux sociaux et de l'anonymat sur les réseaux sociaux qui permet de déverser tout et n'importe quoi, je pense que ça va permettre de revaloriser le vrai journalisme. On en a absolument besoin. On a très très besoin. Peut-être un dernier mot juste sur le changement
stratégie communicationnelle de l'Élysée qui très vite réagit, change tes codes finalement diplomatiques. Il y a ce tweet. J'aurais pas fait, moi. Vous ne l'auriez pas fait? Non, parce que c'est quoi? C'est alimenter aussi la machine et la bête? Puis ça prouve que vous êtes atteint. Ça prouve qu'il y a un souci, donc c'est quand même suffisamment important. Donc les gens se disent, s'il répond, c'est qu'on avait raison. Voilà, c'est comme ça. Je pense qu'il vaut mieux laisser filer que de se précipiter à répondre, parce que en plus c'est tellement absurde. Bon, en l'occurrence c'est absurde. Donc puis ça va nulle part. En vérité, c'est un clou chasse l'autre. Vous savez, dans les tourbillons médiatiques, un clou chasse l'autre. En vérité, dans 15 jours, tout le monde aura oublié, et tout le monde rigolera. Voilà. Donc je pense pas qu'il faille alimenter. Mais bon, maintenant il a des conseillers en communication. J'en suis pas. C'est peu de dire que j'en fais pas partie. Non, ça c'est certain. Mais ça vous fait toujours sourire. Luc, demain. Oui. Demain, 18h, place du Palais Bourbon et pas place des grands hommes. Proclamation des résultats. De quels résultats? On connaîtra le nom du nouveau président des Républicains. Ah oui. Oui, Bruno Retailleau ou Laurent Wauquiez. 3 mois de campagne. Est-ce que vous diriez d'abord en introduction qu'il y aura un avant et un après pour la droite après cette campagne de 3 mois? C'est pas ça qui est le basculement. Le basculement, c'est que Retailleau ait eu le courage et l'intelligence d'aller dans un gouvernement macronien. Ce que je défends depuis que Macron n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Je pense que les LR ont été absolument stupides de ne pas y aller tout de suite. Ils auraient dû avoir un Premier ministre, un vrai LR. Michel Barnier, vous le classez pas Écoutez, il s'est complètement planté parce qu'il a fait le budget le plus antilibéral. Il a fait un budget LFiste. Que des impôts, le plus antilibéral de toute la planète. Bon, en plus, il est très écolo, donc c'était pas du tout le casting idéal, voilà. Et donc, il aurait fallu avoir un premier... Mais à défaut d'avoir réagi tout de suite, Retailleau a très bien fait, évidemment, c'est ça qui fait revivre aujourd'hui la droite. Maintenant, soyons clairs, je le dis très simplement, très clairement, la droite n'est pas majoritaire pour autant. Non. Donc elle ne sera pas, dans l'état actuel des choses, au deuxième tour. Si l'élection avait lieu maintenant, Retailleau si c'est lui le candidat, ne serait pas au deuxième tour. Voilà. Et donc il n'y a pas de, il y a quelque chose de tragique pour la droite. Si elle ne s'associe pas au Rassemblement national, elle ne sera pas au deuxième tour. Et si elle s'associe, pour beaucoup de gens, tout le monde dira, elle perd son âme. Voyez. Problème moral, problème politique. Alors moi je pense si elle ne s'associe pas au Rassemblement national, c'est une question qui a été posée aux deux. Et à chaque fois, c'est non. C'est pour ça que Wauquiez, qui est qui nous voit. Il dit que Knafo c'est bien parce que c'est une femme et puis elle a du charme, elle est sympathique, elle est jolie, voilà, c'est bien. Et puis elle est quand même pas vraiment à gauche. Bon, donc elle est plus à droite que le Rassemblement national. Bon, donc c'est assez marrant de dire non, je ne m'associerai pas. Et puis il dit pour rien au monde, j'irai dans un gouvernement macronien. On peut pas faire plus bête. Ouais. Il faut absolument y aller si on est LR. C'est Retailleau qui fait revivre aujourd'hui les LR. D'un point de vue comptable, en tout cas, ça vous avez raison. En 3 mois de campagne, 3 fois plus d'adhérents qu'au mois de février. On est à plus de 120 000. Et puis en plus, tout le monde sait, on peut être en désaccord avec Retailleau sur les questions sociétales, ce qui est mon cas, mais il n'y touchera pas. Il a le droit d'être chrétien, d'être catholique, de penser comme il pense. Bon, sur l'avortement ou sur le mariage gay, c'est son droit. Mais il n'y touchera jamais s'il est président de la République un jour ou s'il est Premier ministre, il n'y touchera pas. Donc c'est pas un problème. En revanche, tout le monde voit bien que cet homme est sincère et que il tient un discours de droite honnête, voilà, et qui est pas stupide, voilà. Et en plus, il a un modèle, si vous voulez, à l'étranger, qui est quand même Madame Meloni. Enfin, en tout cas, il peut prendre ça comme modèle parce que tout le monde va dire c'est Mussolini en jupon. Pas du tout. Ouais, en tout cas, il le dit comme cela. Il est très admiratif. De ce qu'elle a fait. Lui et Laurent Wauquiez de ce qu'a fait. Elle s'en est très bien tirée. Grand respect des institutions européennes. Elle a été très anti-russe, très pro-ukrainienne. Elle a jamais fait de bêtises. Enfin, voilà. Alors, elle est comme lui sur les questions sociétales, que ce soit les questions de mariage gay ou d'avortement. Elle est très traditionnaliste catho. Mais c'est leur droit. Sauf que Retailleau n'y touchera pas. Lui, il est pas cinglé. Il va pas revenir sur la loi Veil. Oui, il n'en est pas question dans son esprit. Il émet des réserves. Mais bien sûr.
Mais jamais il s'en occuperait. Il est pas. En plus, c'est pas son. Il sait très bien que c'est une question personnelle pour lui. C'est une question, ou sur l'euthanasie, c'est une question personnelle. Bon, mais par rapport dans le débat avec Wauquiez, il a 1000 fois raison. C'est tout. Je suis obligé de le dire. Je peux pas dire autrement. C'est pas. Je m'en fiche. Je suis pas membre du parti. Je voterai pas. Mais c'est pas le sujet. Je dis simplement que le fait qu'il soit allé dans le gouvernement de Macron, c'était le seul moyen de faire un peu revivre les LR. Avant, et on l'a un peu, vous l'avez effleuré, la suite. Quelle suite ? Après, dans la perspective de 2027, d'abord, quel que soit le vainqueur demain soir. Oui, je pense que à partir de 18h. S'il n'y a pas de triche, ce sera évidemment Retailleau. Est-ce qu'ils sont en capacité de ne pas réveiller les vieux fantômes du passé, les vieilles guerres fratricides de la droite ? Est-ce qu'on aura un vainqueur et on aura une victoire propre, si j'ose dire ? Et s'ils remettent une primaire, on est mort. Donc ils sont morts. Donc je pense quand même, je sais pas, à moins d'avoir vraiment le célèbre QI de Bulot, je pense qu'ils vont nous éviter ça. Maintenant, l'équation, c'est la question de savoir si Marine Le Pen peut être candidate ou pas. Et ça, on sera fixé qu'à l'été prochain. Bien sûr. Ouais. Pour l'instant, dans l'état actuel des choses, si Marine Le Pen est candidate ou si Bardella a le même score que Marine Le Pen, ce qui dans les sondages pour l'instant est à peu près le cas, et même il est un peu au-dessus en termes d'opinion favorable, mais peu importe, on aura un deuxième tour qui sera inévitablement Édouard Philippe et Marine Le Pen, et la droite LR n'y sera pas. Si en revanche Marine Le Pen n'est pas présentable, si j'ose dire, Retailleau a une vraie chance, parce qu'il peut récupérer toute une partie de l'électorat l'électorat UMP qui est passé au Rassemblement national. C'est très intéressant ce que vous dites. Transition trouvée. Marine Le Pen, Édouard Philippe, possiblement. Oui. À un deuxième tour. Oui. Et je me flingue, mais bon. L'offensive. Non, mais en même temps, on a le droit de prendre des paris. On est à plus d'un an et demi de l'échéance. Non, mais offensive groupée, pour le coup, on a réussi à les mettre d'accord contre Édouard Philippe. Des deux candidats à la présidence. Je propose d'écouter ces extraits choisis. Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez, à propos, en effet, de l'ancien Premier ministre. Écoutez-les. Édouard Philippe a lui-même verbalisé son projet politique. Quel est-il ? Il veut faire une alliance qui aille de Anne Hidalgo jusqu'à la droite. C'est-à-dire quoi ? En même temps, de la gauche, du centre et de la droite. La poursuite du macronisme sans Macron. Pourquoi je ne crois pas au projet d'Édouard Philippe ? Parce que c'est la même chose que ce qui nous a mis dans le mur au cours des 10 ans qui viennent de s'écouler. J'ai une différence fondamentale avec Édouard Philippe, c'est que lui pense dans un grand bloc qui aille de la gauche social-démocrate à la droite conservatrice. Moi, je pense que ce temps-là, il est terminé. Il a 1000 fois raison. Ils ont raison tous les deux. Ils disent la même chose. Ils ont 1000 fois raison. En plus, Édouard Philippe, c'est l'homme des gilets jaunes. Bon, il nous a fichu la France en l'air pendant 2 ans. Les gilets jaunes qui ont tout cassé, et les malheureux, au départ, c'était des braves gens. Après, tout le monde s'y est associé, les black blocs, les quartiers, etc. Mais au départ, c'était des gens que Édouard Philippe a emmerdé littéralement, pour parler comme Pompidou, c'est une référence, avec ces histoires de bagnoles. Là encore, je parle comme Pompidou, sans comprendre qu'il y a une diagonale du vide, si je puis dire, démographiquement parlant, qui va du nord-est de la France au sud-ouest, où vous avez 20 millions de personnes qui sont autour du SMIC, des retraités, et qui ont absolument besoin de leur bagnole, parce qu'ils sont à 10, 15, 20 kilomètres de toute sociabilité. La fameuse France des ronds-points aussi, où ils se sont trouvés pour point de rassemblement à l'époque. Mais bien sûr, et ils avaient raison au départ. C'était des retraités, c'était des gens pauvres, c'était des gens qui avaient besoin de leur voiture, et tout ça, Édouard Philippe a vraiment cassé les pieds à ces gens pour garder le grand Nicolas Hulot au gouvernement. Écoutez, franchement, et c'est ça qu'on voudrait élire aujourd'hui. Il y a des gens de droite qui pourraient voter pour quelqu'un comme ça. Pas moi, en tout cas, ça c'est sûr. Et vous pensez que cette offensive groupée contre Édouard Philippe a aussi, c'est intéressant de noter, et effectivement beaucoup partagent cette analyse-là, si Marine Le Pen ne pouvait pas être candidate à l'été, Retailleau a une vraie chance, voilà. Bruno Retailleau pourrait avoir une vraie chance. Oui, parce que tout le monde voit bien qu'il est sincère. On peut être en grand désaccord avec lui. Encore une fois, moi, je suis en désaccord sur l'avortement, sur le mariage gay. Sur l'euthanasie, non, je suis d'accord avec lui. Mais peu importe. Mais c'est pas le problème. On voit bien que cet homme est sincère et surtout, il défend des valeurs de droite qui sont défendables. Voilà. Tandis que si c'est pour avoir un type de droite qui est pas de droite et qui va jusqu'à Anne Hidalgo, c'est pas la peine.
pitié. Dans ce cas-là, qu'il vote à gauche, très bien. Et donc c'est voilà, si c'est pour être voilà. Moi, j'avais grand respect pour Rocard, qui est quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'amitié, beaucoup de respect, beaucoup d'estime. Mais voilà, j'aurais pas voté Rocard s'il y avait quelqu'un de droite, un gaulliste. Voilà. Or, Retailleau, il est l'archétype du gaullisme. Voilà. Et quand Wauquiez dit je n'irai pour rien au monde dans un gouvernement de macronistes, il se plante complètement parce qu'il fallait y aller. Et Retailleau a fait redonner un espoir à la droite. Mais encore une fois, si c'est dans l'état actuel des choses, il serait pas au deuxième tour. Si Marine Le Pen ne peut pas se présenter, il a une chance de prendre les voix, encore une fois, de ces UMP qui, déçus de Sarkozy, qui n'a pas passé le Karcher, je dis les choses un peu brutalement, mais c'est la vérité, tout ça. C'est la vérité d'un gaulliste comme je suis. Si on est à gauche, on pense que je déconne, mais voilà. Sarkozy n'a pas passé le Karcher, il a déçu la droite, et c'est comme ça. J'y peux rien. Et donc, beaucoup de gens de droite sont allés les uns vers Macron, à tort, et les autres vers Marine Le Pen, à tort aussi, à mes yeux. Voilà. Mais si Retailleau peut les récupérer, encore faut-il que Bruno Retailleau soit élu dimanche. Oui, et ça candidat, aussi, c'est une voilà. Et qu'il réussisse exactement. C'est et qu'il n'y ait pas de primaire. Tout ça, on parle vraiment. Alors là, oui, des plans sur la comète. La politique fiction fait aussi partie du débat et de la réflexion. Enfin, moi, je lui souhaite bon vent et j'espère qu'on aura quelqu'un qui soit un vrai gaulliste, un homme de droite, honnête, sincère, qui tortille pas de voilà. J'allais dire une grossièreté. le ministre de l'Intérieur, parce qu'aujourd'hui, peut-être vous lui trouvez un défaut, sa maîtrise peut-être des dossiers économiques qui n'est peut-être pas sa plus grande qualité, peut-être a-t-il à s'améliorer sur ce point-là. Je parle de ça parce que on va évoquer l'attractivité de la France, qui est aussi un dossier majeur. C'est quand même beaucoup mieux que le Rassemblement national. Je veux dire, il va pas nous mettre la retraite à 60 ans ou à 62 ans, donc il est quand même pas cinglé. Donc c'est pas ces grands sujets, c'est pas un économiste, mais c'est quelqu'un qui, s'il était aux affaires, serait capable de s'entourer d'un très bon ministre de l'économie et des finances, voilà. Ouais. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pour l'instant, l'économie et aux finances, c'est son droit, mais on a un homme de gauche, voilà. Moi, Éric Lombard, voilà. Il a le droit, mais c'est pas ça qu'il faut à la France. Là, on va. Alors, Bayrou gagne du temps. Bon, tant mieux pour les entreprises qui ont besoin d'un peu de stabilité. Mais on va à nouveau vers un budget à la Barnier, voilà. On va à un budget qui sera encore himalayesque. Voilà. Disent certains. De toute façon, ça on peut pas lui en vouloir parce que dans l'état actuel de l'Assemblée nationale, c'est pas jouable. C'était un budget intelligent qui ferait des vraies économies sur la dépense publique et ne serait pas voté par l'Assemblée actuelle. Avec un mot aussi sur la situation, j'aimerais qu'on l'aborde ensemble. Et votre regard est toujours très intéressant sur ces sujets d'une attractivité économique de la France. En baisse. Oui. On reste la première destination des investissements étrangers, satisfaisant. Grâce au nucléaire. Grâce au nucléaire, sur le vieux continent. Mais, eh bien, ces chiffres sont au plus bas depuis 8 ans, selon le baromètre annuel EY. D'abord, que dire de ces chiffres ? Oui, on reste premier avec près de 1025 investissements contre 853 au Royaume-Uni, 608 en Allemagne. Donc ces chiffres restent bons. Mais ils baissent. Ils sont en déclin, de 14%. Oui, c'est à cause de la dissolution et de la situation politique qui est... si vous voulez, ce que les entreprises craignent le plus encore que les droits de douane de Trump, c'est l'invisibilité. Voilà, c'est tout. L'imprévisibilité pour les entreprises, c'est pas jouable. Or, la dissolution a été une véritable catastrophe de ce point de vue-là. On a une baisse de la consommation en France qui est égale, même pire que ce que c'était pendant la pandémie. Voilà, donc les entreprises ne savent entre Trump et Macron, on ne sait absolument pas où on va. Et moi, j'ai plein de copains qui ont voté pour Macron il y a 8 ans maintenant, en disant il est entreprise friendly. Alors, ça faisait bien de mettre 3 mots d'anglais, voilà, bon, choose friends, bon, mais qui aujourd'hui s'en mordent les doigts parce qu'ils disent mais 1100 milliards d'euros de dette en plus, c'est une catastrophe et surtout cette dissolution, on ne sait absolument pas à quelle sauce on va être mangé avec le prochain budget, Bayrou. Voilà, si Bayrou arrive à rester en place jusqu'au prochain budget, ce qui est probable, ce qui est possible, mais ce qui n'est pas certain. Ce qui est pointé du doigt aussi, Luc, on en parle souvent ensemble, une forme de faiblesse. Notre main-d'œuvre, le coût de notre main-d'œuvre, avec des chiffres implacables. Voilà. 1 heure de travail coûte 44 € en France, par exemple, 29 € au Royaume-Uni, si on reste avec nos concurrents directs européens, et charges sociales, 25,80 € en Espagne. Là encore. C'est pas jouable. C'est pas jouable.
c'est à cause de la dette. Parce que la cause de la dette, donc on est à 3300 milliards d'euros de dette. On est en gros à 113, 114 du PIB. Donc, à cause de la dette, on augmente les impôts, donc les charges sur les entreprises, ce qui fait que, alors ça tue l'emploi. Et en fait, le chômage, on a pratiquement pas loin de 2 fois plus de chômage si on tenait compte des vrais chiffres. Voilà, si on n'en tenait pas compte des apprentis. Les apprentis, c'est de l'emploi aidé déguisé. Si on ne tenait pas compte, il y a presque 1 million d'apprentis. Si on regardait les vrais chiffres et la réalité, on a pratiquement 2 fois plus de chômage qu'en Allemagne. Voilà. Donc Macron, tu parles entreprise friendly, c'est une catastrophe pour l'économie. Lisez le papier de Bavresse hier dans le Figaro, remarquable, très belle analyse, très juste. Ou écoutez Agnès Verdier-Mobilier quand elle a interviewé Macron, elle a raison. Voilà, c'est tout. C'est pas... Face au président cette semaine, mais avec bien des sûr, chiffres, elle avait raison, tout simplement. Voilà. Qui sont effectivement implacables. Et donc les gens de droite ont voté pour un président dont ils pensaient qu'il était amical aux entreprises. Je vais parler maintenant français, pas comme lui. Pour besoin de mettre 3 mots d'anglais pour faire bien, qu'il était amical aux entreprises, qu'il était un ami des entreprises, et en fait, tout le monde, tous ceux, du MEDEF et les chefs d'entreprise, vous avez vu ce qu'ils disent aujourd'hui. Qui dénoncent la léthargie ambiante. Ils commencent à ouvrir les yeux, les écailles tombent des yeux. Et moi, je le sais depuis le début. Avec un mouvement aussi contre lequel on ne pourra que très peu lutter. Oui, les États-Unis ont entrepris de relocaliser en masse. Ça aussi, c'est une réalité qui, dans la balance, et c'est pas si absurde qu'on le dit. Voilà. Ouais. Et comme par ailleurs, il y a des droits de douane énormes, il y a vraiment une guerre commerciale avec la Chine, on va être submergé de produits chinois. Et vous avez les équivalents d'Amazon chinois qui s'installent maintenant en France et qui progressent de manière exponentielle. Et donc tout ça va détruire progressivement l'économie française, voilà. Et donc ça va être extrêmement dur. Baisse de consommation et puis charge sociale. Les chiffres que vous avez donnés sont délirants et ils sont directement liés à la dette. Pour ça que il faudrait que les Français comprennent ce que c'est que la dette et pourquoi. Et s'en empare. Dans ce cas-là, il commence juste peut-être à. Dans ce cas-là, l'idée d'un référendum sur les finances publiques, peut-être est-ce la bonne idée, non ? Non, je pense qu'il faudrait avoir le courage d'expliquer ce que c'est que la dette, ce que c'est que les déficits publics et pourquoi ça se retourne contre l'emploi, parce que c'est les charges sociales sur les entreprises font que entre l'invisibilité du futur, l'opacité du monde et les charges sociales, les entreprises ne peuvent pas aujourd'hui avoir des projets innovants, elles ne peuvent pas employer aujourd'hui, elles ont beaucoup de mal à employer. Et on est dans l'attentisme dans les entreprises, aussi bien dans les très grandes que dans les petites. En parlant de projets innovants, Luc, oui. L'image de la semaine, notre tradition chaque semaine pour conclure cette émission. Montrez-moi ça. L'image de la semaine qui va peut-être vous faire rire ou frémir. Oui. Regardez cette vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. On peut parler du soulèvement des machines, de ce robot dans cette entreprise chinoise humanoïde qui semble totalement perdre les pédales, dans une usine chinoise, agite ses jambes, ses bras tel un pantin paniqué. Le soulèvement des machines, c'est génial, mais c'est effrayant aussi. En fait, c'est effrayant parce que ça prouve. Vous savez, c'est pareil quand j'ai appris, c'est tout récent, que par exemple les logiciels les plus performants d'intelligence artificielle trichent aux échecs. Et ils mentent. Vous vous rendez compte ? C'est pareil, ils peuvent devenir fous. Et donc ça, c'est très, très inquiétant parce que ça les humanise paradoxalement. Que vous ayez un logiciel qui triche aux échecs, qui déplace un peu votre pion, qui joue 2 coups de suite, par exemple, et puis si vous en apercevez pas, vous êtes feinté, que ça veut dire qu'ils ont quelque chose de très humain, et ça, cette folie, c'est très, très inquiétant. Maintenant, il semblerait, là, juste l'explication rationnelle, après, c'est une erreur de codage, c'est très technique. Et puis, ça peut être aussi une fake news, on sait rien. Maintenant, moi, je vous dis, ne vous rassurez pas. J'ai vu les voitures, j'ai une vraie passion pour l'automobile. J'ai vu un robot nettoyer un carburateur. C'est dingue de chez dingue. Et c'est fait parfaitement. Avec une douceur, une précision, une rapidité. Et que ce soit là, il défait le filtre à air, il retire l'arrivée d'essence, la pompe à essence, il dévisse le gicleur. Là, on voit la petite cuve en cuivre. C'est dingue. Il fait ça aussi bien que le meilleur des mécaniciens. Voilà. Mais là, cette scène-là. Qui fait sourire, oui, d'accord. Mais ça appuie quand même là où ça fait mal, qui est un peu aussi notre peur à tous viscérale de l'autonomie incontrôlée. Quand on voit ces taxis, notamment aux États-Unis sans chauffeur, là encore une fois, on est dans la robotisation. Oui, pardonnez-moi, moi j'ai
pas envie de monter dedans. Mais c'est peut-être ridicule. J'ai traversé Paris dans une voiture intégralement autonome, une Range Rover équipée par Valeo. Il y a déjà longtemps, c'était déjà il y a 3 ans. Expérience que vous recommandez? C'est-à-dire que vous avez un bureau flottant, vous avez, il y a quasiment plus d'accidents évidemment, et donc elle a traversé, elle a fait 4 km 500 dans Paris de manière absolument impeccable, et il y a plus d'alcoolisme au volant, non pas qu'on arrête de boire, mais qu'il y a plus de volant. Bien sûr, mais on espère que ça ne se termine pas comme ce robot chinois dans cette entreprise. Non, il faut. Voilà. Mais ce qui m'a fait rire, c'est que le seul endroit où elle pouvait pas passer, c'est la place de l'Étoile, parce qu'elle respecte le code de la route. Donc, et ça, on lui dit merci, en effet. Luc, merci à vous, infiniment. Marie. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour l'heure de Ferry. Très belle semaine à vous tous.